Donc, je me présente rapidement, Nicolas Charel, avocat au barreau de Paris. Je suis effectivement auteur du Code des marchés publics aux éditions du Moniteur, commandé à noter, également du CCAG Travaux, également des CCAG pays, TCI et marché industriel qui vont demeurer dans le cadre de la réforme, même s'il y en a un nouveau. Ces CCAG-là également évoluent, donc les commentaires évolueront également en conséquence. Je suis pendant cette petite séquence de webinaire à votre disposition pour répondre à vos différentes questions, vu que vous êtes nombreux. Il y a évidemment, il y en aura sûrement qui n'auront pas de réponse et j'essaierai au fil de l'eau, en fonction de vos questions, d'apporter quelques précisions. Le webinaire, comment il est organisé? Donc, il est organisé autour… pardon, je suis allé un peu vite avec ma souris qui est très, très sensible, n'est-ce pas? Donc, on va rappeler les objectifs de cette réforme, les conditions d'utilisation des CCAG, quel travail a été fait sur cette réforme et les grands axes qui sont attendus. On va faire un focus sur des points importants proposés en termes de réforme sur le CCAG travaux et on évoquera également les grandes lignes du CCAG maîtrise d'œuvre. Quels sont les objectifs de la réforme? Il faut rappeler que cette réforme qui a été initiée maintenant il y a 2 ans, qui a été retardée pour cause de crise sanitaire, porte essentiellement sur l'actualisation un petit peu des différents CCAG avec les évolutions évidemment des terminologies, des références obsolètes, des jurisprudences. On a changé 3 fois de disposition sur le Code des marchés publics en termes de référence, qui est devenu l'ordonnance et le décret, puis finalement le Code de la commande publique. L'objectif également de la DAJ, rappelé à l'occasion du lancement des travaux de modification des CCAG, c'est procéder à l'amélioration de la lisibilité des CCAG, notamment avec le renforcement de l'harmonisation des différentes stipulations et un meilleur accompagnement des acheteurs, en tout cas avec cette recherche-là, et également de répondre aux besoins des acteurs de la commande publique avec des clauses réécrites ou renforcées en matière de propriété intellectuelle, notamment dans tous les CCAG, et puis, une fois de plus, la création du CCAG maîtrise d'œuvre qui était attendue de la part des différents intervenants dans l'acte de construction publique, puisque la maîtrise d'œuvre, traditionnellement et depuis très très longtemps, est une prestation qui se combine à la fois avec le Code de la commande publique, la loi MOP qui était intégrée dans le Code de la commande publique, le CCAG pays, mais qu'il fallait pas mal adapter compte tenu des spécificités de la maîtrise d'œuvre pour passer ensuite justement sur un CCAG vraiment spécifique, ce qu'on verra dans le constat et les objectifs du CCAG maîtrise d'œuvre. Renforcer également la sécurité juridique lors de l'exécution des marchés publics, ça fait partie des axes de la réforme du travail qui a été fait pendant 2 ans, avec le souhait de sécuriser l'exécution financière des contrats en clarifiant certaines dispositions, notamment en termes de révision, d'actualisation des prix, des stipulations nouvelles en matière d'assurance et de garantie, et sécuriser également le règlement des différents litiges en harmonisant, faisant un socle commun des stipulations relatives aux modes alternatifs de règlement des litiges et introduire des délais de recours contentieux adaptés à la nature des prestations. On a le bloc pour l'ensemble des CCAG qui s'unifie à l'exception du CCAG travaux qui bénéficie de dispositions spécifiques liées aux caractéristiques d'un projet de décompte final qui doit être travaillé avec la maîtrise d'œuvre, puis après avec la maîtrise d'ouvrage avant de devenir le projet de décompte général, avant qu'il ne devienne définitif quand il est accepté par les entreprises ou pas, évidemment, en cas de risque contentieux. Volonté également de Bercy de poursuivre la démarche d'équilibrage des relations contractuelles. On sent que c'est un CCAG moins unilatéral dans le cas d'une relation contractuelle qui se veut un peu plus équilibrée, presque de partenariat dans certains cas quand il s'agit de la maîtrise d'œuvre. Les CCAG, pour mémoire, sont des documents qui ont été écrits à la fin des années 70, très très unilatéral. On sent les prérogatives de puissance publique extrêmement fortes et donc la volonté de Bercy a été d'atténuer un petit peu ça en renforçant notamment le principe
du contradictoire, particulièrement pour les discussions autour des pénalités qui peuvent parfois être extrêmement importantes et poser des difficultés pour leur mise en œuvre, pour les entreprises en termes financiers, évidemment, et de discussions de risque de remise en cause par le juge quand, ou par le payeur lorsqu'il y a des discussions autour des remises de pénalités et de leur atténuation. Il y a l'intégration également du principe de valorisation des ordres de service qui a été adopté par la loi Pacte et qui est transposé dans les CCAG de manière à éviter des OS sans valorisation avec des travaux supplémentaires. Donc, c'est le principe de l'interdiction de ce type d'OS-là qui a été consacré par la loi Pacte et qu'on retrouve désormais dans les nouvelles moutures. Et l'introduction de la possibilité de prévoir des clauses incitatives, rappel étant fait que le Code de la commande publique a fait disparaître, peut-être à la suite de son plein gré, un article antérieur du Code de la commande publique qui autorisait les clauses incitatives. On a pu se poser la question de savoir si elles étaient désormais interdites faute d'avoir été expressément prévues. On a la réponse, en tout cas, de Bercy dans son projet. Pardon, quelques chats qui passent dans la gorge. Donc les clauses incitatives ne sont pas, c'est pas parce qu'elles ne sont pas prévues par le Code de la commande publique qu'elles sont interdites, mais pour autant, il faut en organiser les modalités de mise en œuvre, ce que prévoit par principe le CCAG, ce qui est à préciser dans les CCAP des différents marchés, évidemment. Et enfin, on a un passage à l'ère numérique et à l'ouverture des données du CCAG qui est écrit pour tenir compte de tout ce qui s'est passé en termes de dématérialisation du process achat avec la dématérialisation pendant l'exécution des marchés publics pour essayer de clarifier tout ça. Évidemment, ce sera encore à clarifier très probablement dans les cahiers des clauses administratives particulières, les CCAP des marchés, la consécration de la facturation électronique et quelques dispositions concernant l'intégration du RGPD dans les marchés. Voilà les objectifs que s'était assigné Bercy à l'ouverture des travaux de réforme des CCAG. Aujourd'hui, on a un document qui est presque abouti. La concertation publique s'est achevée le 5 février. Il est prévu en principe une publication JO pour le 15 mars avec une entrée en vigueur en principe également à partir du 1er avril. Rappel des principes d'utilisation des CCAG. Alors, je fais juste une petite pause pour voir un peu les questions, puisqu'il y en a quelques-unes qui commencent à apparaître. Donc, je vais y répondre. Donc, pourquoi ne pas avoir prévu une application de CCAG pour les acteurs publics? Je vais en parler. Les modifications liées également aux différents types de marchés. Et voilà. Donc, j'ai pris en compte les questions qui sont arrivées et je vais les intégrer évidemment dans mon propos au fil de l'eau. Les principes d'utilisation, rappel des principes d'utilisation donc des CCAG, ça va permettre d'ailleurs de commencer à répondre aux premières questions. Premièrement, c'est un document qui est réglementaire mais qui reste facultatif. C'est peut-être un peu curieux, mais c'est comme ça, c'est comme un certain nombre de normes pour la norme AFNOR. Les CCAG ne s'appliquent qu'aux marchés qui y font expressément référence. Donc, il faut bien faire cette mention-là dans le CCAP de chacun des marchés parce qu'ils n'ont rien d'obligatoire. Ils sont donc facultatifs et il est possible éventuellement de les faire adapter, de les adapter évidemment puisqu'on peut introduire des dérogations au CCAG. Et il faut, pour rappel, mentionner de manière expresse la liste des dérogations en fin de CCAP pour, normalement, les rendre opposables. Ce qui pose la question, pour répondre à une participante, est-ce qu'on peut appliquer les CCAG des marchés publics à certains acteurs ou acheteurs privés, puisque justement, la question est d'autant plus importante qu'un certain nombre d'acheteurs publics sont aussi des personnes morales de droit privé qui concluent des marchés de droit privé, même si les règles de passation relèvent de la commande publique. Et donc, on pouvait penser qu'on aurait pu avoir un document unique pouvant s'appliquer à l'ensemble des acheteurs, quelle que soit finalement leur personnalité morale. Quelques commentaires, les commentaires de Bercy consistent à dire que les CCAG acheteurs publics purs
on va dire, sont inadaptés par rapport aux acheteurs publics de droit privé. Je ne partage pas tout à fait ce sentiment parce qu'on n'a pas nécessairement l'équivalent de normes ou de CCAG de droit privé. On en a un pour les marchés de travaux, c'est la norme NF 03001, mais qui pour le coup est un document qui relève véritablement des prérogatives cette fois de droit privé. Donc c'est un document qui est très adapté au marché privé de travaux et pas forcément au marché public de travaux, dès lors qu'il s'agit de contrats qui ont été conclus à l'aune des règles fondamentales de la commande publique, de l'égalité de traitement, des choses comme ça. Donc, il peut y avoir, et c'est assez courant d'ailleurs, que des SA d'HLM et autres acteurs privés, mais acheteurs publics, adaptent en réalité, du fait de leur culture, des cultures des services qui ont souvent l'habitude de faire de l'achat public, les CCAG sous évidemment un format un petit peu de droit privé, mais ce n'est pas inadéquat, inadapté et impossible à faire, et donc ça reste une possibilité. En ce qui concerne l'entrée en vigueur, j'en parlais aussi maintenant, comme c'est facultatif et que la réforme va, comme c'est souvent le cas, sortir le 15 mars ou le 29 mars pour une entrée en vigueur le 1er avril, il y a un certain nombre de documents qui vont devoir être repris. Donc, les acheteurs vont se trouver dans l'obligation de reprendre leur modèle de CCAP pour faire référence aux nouvelles dispositions, pour les intégrer, pour éventuellement y déroger. Et donc, rien n'empêchera que pendant un certain délai, on puisse continuer à faire référence à l'ancien CCAG, donc celui de 2009, dans le marché en question, et le temps de préparer les adaptations pour une entrée en vigueur effective chez chacun des acheteurs, plutôt à compter du 1er septembre peut-être, du 1er janvier, le temps que tout ça se mette en place, c'est évident, puisque 15 jours pour intégrer et pour modifier les différents documents, ça sera évidemment un peu court, comme très souvent. Alors, à l'inverse du Code de la commande publique et puis des décrets antérieurs, ou ordonnances, pour le coup, qui rentraient en vigueur et avec une obligation de date réelle et effective, là, on aura ce petit décalage qui sera autorisé, puisque le CCAG est facultatif. Il y a même de la jurisprudence du Conseil d'État qui valide le fait que dans un marché de travaux, il avait été fait référence au CCAG de 77, alors même qu'entre-temps, il était rentré en vigueur celui de 2009. Donc, on ne fait référence qu'au CCAG qu'on veut continuer à faire appliquer. On aura le temps d'adapter. Ensuite, une question demeurait et souvent courante. Peut-on appliquer plusieurs CCAG par marché? La réponse reste par principe non, sauf dérogation pour les marchés globaux, puisqu'effectivement, les marchés globaux contiennent des dispositions qui relèvent des marchés plutôt de maîtrise d'œuvre. Donc, je poserai la question de savoir si on applique le CCAG maîtrise d'œuvre pour la partie étude, conception d'un marché global, par exemple le marché de conception-réalisation, puis la partie travaux pour le travaux, puis si le marché contient de la prestation de services de type entretien maintenance, il n'est pas impossible de considérer qu'on puisse également faire référence au CCAG FCS pour la troisième partie, troisième volet du marché global. Donc c'est autorisé dès lors qu'évidemment le marché a un objet multiple. Et puis, là encore, je viens de le dire, il est important de considérer qu'on peut parfaitement compléter, déroger au CCAG. Et donc, chacun aura loisir, compte tenu de sa culture, compte tenu des spécificités de sa propre identité, entre acheteurs publics, y compris acheteurs publics de droit privé, d'adapter les règles du CCAG tel qu'il sera donc réformé. Troisième point, les thématiques communes à tous les nouveaux CCAG. Ça avait déjà été initié dans la réforme de 2009. De toute façon, on a des structures parfaitement identiques. Il n'y a pas de raison qu'on change le socle commun. L'architecture des CCAG reste une architecture commune afin d'améliorer cette lisibilité et l'harmonisation, avec en particulier pour tous les CCAG la référence à la liste récapitulative de l'ensemble des dérogations dans CCAP. On a, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, des clauses relatives à la propriété intellectuelle avec la consécration d'une clause unique de propriété intellectuelle dans tous les CCAG, à l'exception assez compréhensible du CCAG maîtrise d'œuvre, où elle a été spécifiquement adaptée compte tenu de la nature des prestations de maîtrise d'œuvre. Également, concernant l'exécution financière et technique,
On a une intégration d'un système d'options pour les avances pour tout le monde. On a la clarification des clauses incitatives. On a l'introduction du plafonnement des pénalités qui fait beaucoup couler d'encre et suscite questions et commentaires, j'y reviendrai, et la valorisation des ordres de service suite à la transposition des dispositions de la loi Pacte. Note de bas de page, on ne pourra évidemment pas déroger au CCAG sur les OS avec valorisation dans la mesure où cette disposition a un fondement législatif. Alors, toute dérogation ne sera pas nécessairement possible, bien que le CCAG ne précise pas la liste des dérogations auxquelles il ne sera pas possible de déroger. Donc, attention aux faux amis là-dessus. Également la protection des données, de la même manière, on a l'intégration d'un certain nombre de dispositions en caractère législatif, donc impossible d'y déroger. Le développement durable, l'introduction de clauses relatives d'une part à l'insertion sociale et d'autre part à la protection de l'environnement, comme à la gestion des déchets. Alors tout ça existe déjà, simplement c'est une consécration par un article assez long de ce que ça existe, avec la mention qu'on peut intégrer des clauses relatives à, et il appartient évidemment à chaque acheteur d'intégrer sa spécificité en matière d'insertion, en matière de protection de l'environnement et de gestion des déchets. Gestion des déchets, les schémas organisationnels de gestion et d'élimination des déchets de chantier, ça existe depuis des années, donc simplement petit à petit, ça s'intègre dans le corps du CCAG qui reste de toute façon quelque chose on va dire, d'indicatif et d'informatif, compte tenu de toutes les spécifications qu'il faut éventuellement introduire dans l'ensemble des pièces du marché, dans les CCTP, dans les clauses d'insertion, etc. Et enfin, toujours dans l'architecture commune, l'introduction de règles communes relatives à la prévention au règlement des différends. J'ai déjà un petit peu dit en introduction, simplement pour approfondir le sujet, davantage de contradictoires dans les prises de décision relatives à l'exécution des marchés pour éviter les choses assez unilatérales sur lesquelles ensuite il y a crispation qui forcément précontentieux voire contentieux. Donc là, peut-être un débat contradictoire pour restaurer le dialogue alors qu'il a pu être rompu ou éviter des choses qui sont notifiées de manière très unilatérale et sans dialogue. Alors beaucoup de maîtres d'ouvrage dans leur relation avec les entreprises ont déjà la culture du contradictoire. C'est plus pour rappeler à ceux qui n'ont pas forcément cette culture-là que désormais ça va être quand même le principe. Le développement également des modes alternatifs des règlements et en particulier la médiation, qu'elle soit conventionnelle ou juridictionnelle. La médiation permet de suspendre les délais, de réouvrir les débats, les discussions et peut intervenir ce qu'on appelle la médiation de chantier, donc en cours de route quand la situation est bloquée pour éviter des tensions extraordinaires et des réclamations disproportionnées en fin d'opération. À l'initiative de l'une ou l'autre des parties, il peut y avoir recours à la médiation. Et uniformisation également dans cette réforme des délais de recours contentieux, à l'exception, là encore, je dis, concernant les marchés de travaux. Quatrième point, focus sur quelques nouveautés relatives au CCAG travaux. Je fais un petit point sur les questions parce qu'il y en a pas mal. J'essaierai d'y revenir après puisque c'est un petit peu compliqué de répondre au fil de l'eau maintenant. Donc je referai le focus des questions après avoir fait le focus des nouveautés. En termes de méthodologie, on va faire comme ça. Création donc d'un préambule. Bon, le préambule, je viens de le dire, relève d'une discussion de principe autour de l'inadaptabilité ou pas au marché privé concernant le CCAG. Je vous l'ai déjà dit, donc ça ne fait que reprendre ici ce que je vous ai dit, à savoir que la norme NF 0301 peut-être finalement tout aussi inadapté que ce que l'est le CCAG travaux au marché public pour les acheteurs publics de droit public. On va s'y retrouver. Donc, je pense que le mieux, c'est d'écrire éventuellement des dispositions spécifiques quand véritablement on pense que faire une liste trop importante des dérogations et compléments, il est possible qu'on puisse écrire son CCAG maison. Un certain nombre de structures ont leur propre CCAG, je pense par exemple à la SNCF. Il n'y a pas de raison que pour certains maîtres d'ouvrage qui ont beaucoup de marchés de travaux
ou beaucoup d'autres marchés qui passent assez régulièrement, ils puissent imaginer faire un CCAG qui leur est propre. Et à ce moment-là, ça résout les questions de caractère adapté ou pas adapté des CCAG sur étagère. Ça reste que des CCAG sur étagère qui ne sont pas nécessairement adaptés. Parfois même, d'ailleurs, certaines clauses sont le minimum requis. Je pense au développement durable. Rien interdit de s'inscrire dans des compléments beaucoup plus importants qui sont en correspondance avec toutes les actions que peuvent mener un maître d'ouvrage ou un acheteur public en matière de développement durable. Donc, à prendre en considération, adapter. La question du recours à plusieurs CCAG, je vous ai également indiqué dans quel cas les marchés globaux, on pouvait recourir à la référence à plusieurs CCAG. C'est par cohérence, hein, pour éviter du coup de se mélanger trop les pinceaux par des renvois incessants à des documents différents. Donc, cette volonté de clarification et de lisibilité se traduit par la référence de principe à un seul CCAG, sauf exception. Dans les généralités, alors je suis le plan des CCAG forcément, mise en cohérence des termes acheteurs et de maître d'ouvrage, prise en compte de la démat pour les notifications, les OS également, pour bien indiquer que l'OS n'est plus que une décision du maître d'œuvre, mais ça peut être également celle du maître d'ouvrage. Je vous rappelle que les OS ayant des incidences financières, des incidences sur les délais, sont préparés, doivent être préparés par la maîtrise d'œuvre, mais doivent être notifiés par la maîtrise d'ouvrage. En général, également pour les CCAP les plus élaborés, il y a bien la distinction entre les différentes catégories d'OS. Il convient de toujours faire le point avec son maître d'œuvre sur la gestion d'une opération pour pouvoir déterminer les conditions dans lesquelles les OS seront préparés puis signés par l'un ou par l'autre. Il n'est pas bon que tous les OS soient signés et notifiés par le maître d'œuvre parce qu'il y a des OS qui pourraient ne pas être très réguliers, en tout cas on en connaît. À l'inverse, il n'est pas nécessairement non plus très opportun que tous les OS soient notifiés par la maîtrise d'ouvrage. Beaucoup d'OS sont purement d'exécution de chantier. Le chef de chantier reste la maîtrise d'œuvre. Donc, il faut trouver une juste moyenne, un juste milieu entre les OS qui restent de la compétence de la maîtrise d'œuvre et les OS qui relèvent bien de la compétence de la maîtrise d'ouvrage en termes de notification et suivi, puisqu'après, il y a des questions de suivi, de savoir si les destinataires ont bien reçu les OS notifiés, comment on les notifie, par dématérialisation, par la bonne vieille lettre commandée avec accusé de réception, des choses comme ça. Donc, il faut que tout ça soit bien clarifié. En tout cas, les nouveaux CCAG consacrent le fait qu'il n'y a pas uniquement le maître d'œuvre, notamment en matière de marché de travaux, qui soit compétent pour délivrer des OS. Création d'une définition pour le CCAP, le CCTP, le cahier des clauses BIM également, le cahier des charges sur BIM, et puis la convention BIM, le BIM Management, qu'on a intégré dans les CCAG travaux, notamment évidemment le BIM. Petit regret, ou en tout cas, ou peut-être un petit manquement historique à l'occasion de la réforme, des réformes qui sont intervenues dans la commande publique, on pouvait s'attendre à ce que les décrets mission, loi MOP, et donc tout ce qui est le travail autour des sujets construction publique, introduisent des missions complémentaires très spécifiques et si possible normées en matière de BIM. C'est peut-être un petit peu dommage que tout ça n'ait pas été finalement établi de manière suffisamment précise dans les missions complémentaires relatives à la maîtrise d'œuvre, et c'est donc une modification sur la LOMOP. Mais donc, en l'occurrence, dans le CCAG travaux, il y a des éléments qui, de toute façon, doivent également faire l'objet de compléments dans les CCAP, compte tenu de la réalité du périmètre, d'étendue des missions BIM qui sont mises en œuvre par le maître d'ouvrage. Donc, sujet très particulier qu'il faut évidemment intégrer, et le CCAG, du coup, crée le point d'accroche pour introduire ces différents éléments. Là encore en consécration de la pratique, puisqu'on n'a pas attendu la réforme des CCAG pour pouvoir faire des opérations sous BIM. Quelques éléments également sur les OS, donc 3 nouveautés, principe de validation obligatoire pour certains OS par la maîtrise d'ouvrage, je viens de vous le dire au fil de mon propos s'agissant des OS à incidence financière en particulier, atténuation de la force exécutoire de certains OS, notamment lorsqu'ils ont pour risque de générer
des problèmes en matière de sécurité et autres. En tout cas, il y a la possibilité pour les entreprises de s'opposer dans des circonstances bien précises à la force exécutoire de certains OS et également introduction dans CCAG du rappel de la loi PACTE sur l'interdiction des OS à zéro pour les prestats supplémentaires. Intégration également de l'offre technique dans les pièces contractuelles par principe. Ça tranche un débat, mais ça ne le résout pas, puisque là encore, rien n'interdit de déroger. Le débat est en suivant, est-ce que le mémoire technique de l'entreprise est à intégrer obligatoirement dans la liste des pièces contractuelles ou pas? À quelle échelle on la met? Les anciens CCAG ne le mettaient pas forcément. On n'est pas forcément tous d'accord sur le fait qu'il faille intégrer l'offre technique de l'entreprise dans les pièces contractuelles. Certains ne veulent se dotent, comme cela est issu depuis le CCAG 1977, la possibilité de n'intégrer que certaines parties de l'offre d'une entreprise. Donc, pour l'instant, en tout cas, par principe, on dit que le mémoire technique est contractuel, sauf dérogation que chacun voudrait éventuellement intégrer dans son propre CCAP. Disposition sur le RGPD, je passe. Également sur les précisions concernant les assurances et des prescriptions particulières sur qui doit prendre quoi comme assurance, RCP bien sûr, garantie décennale, j'en passe, la TRC, etc., de manière à ce que ça soit bien prévu. Alors là aussi, les CCAP qu'on utilise, pas les CCAP base, on va dire, mais en tout cas ceux qui commencent à être un peu élaborés, qui sont préparés par des SATMO et autres AMO, contiennent la liste de toutes les assurances qu'il convient de souscrire dans le cadre des opérations, également le périmètre, également comment ça s'appelle, les minimums de garantie, etc. Donc, tout ça est très très précis. Ensuite, et pardon, là encore, je prendrai les questions à la fin parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, et donc je ne peux pas interrompre le propos pour chacune des questions, je ferai le balayage après. Concernant les prix et règlements, donc intégration du principe d'évolution du prix en cas de modification imprévisible de la législation ou réglementaire. Alors ça, c'est très, très important puisque c'est un peu une nouveauté. Ça complète quelque part les dispositions du Code de la commande publique sur les possibilités de passer des avenants. En tout cas, il faudra articuler Code de la commande publique et CCAG sur le fait qu'on puisse ou pas prévoir des avenants pour intégrer des évolutions réglementaires, ce qui n'est pas toujours acquis comme discussion entre les entreprises, les maîtrises d'œuvre et les maîtrises d'ouvrage. J'appelle votre attention sur un arrêt important du Conseil d'État d'il y a quelques semaines qui sanctionne le manquement au devoir de conseil d'une équipe de maîtrise d'œuvre qui n'a pas suffisamment alerté le maître d'ouvrage d'une évolution de la réglementation relative, donc la réglementation en matière sonore, hein, donc des émissions sonores en cours d'opération. Donc il y a un permis de construire, on respecte les normes acoustiques, et puis tout d'un coup, les normes acoustiques changent, et quelques mois plus tard, on sort une construction qui n'est pas conforme aux normes acoustiques en vigueur, alors que ça l'était évidemment quand le projet a été conçu. Que faire? Est-ce qu'on doit ou pas tenir compte de cette évolution? Alors, manquement de devoir de conseil, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le maître d'œuvre est tenu d'informer le maître d'ouvrage de cette évolution pour que celui-ci éventuellement en tire les conséquences. Donc, du coup, que faut-il faire en termes d'avenant? Est-ce qu'on peut faire un avenant? Est-ce que l'avenant peut être supérieur à 15% pour les travaux, 10% pour la maîtrise d'œuvre? Donc, ça sera des sujets évidemment nouveaux. Ouvre du coup le CCAG sur ce point-là. On a un nouvel article qui ouvre un système d'options sur les avances en matière de paiement. On a également, en matière de co-traitance, le principe d'une possibilité de rémunérer des co-traitants de manière individuelle, même en cas de groupement solidaire, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, où en fait c'est le mandataire du groupement solidaire qui, par principe, distribue et répartit les rémunérations entre les uns et les autres, la rémunération individuelle étant limitée au groupement conjoint. Et concernant la procédure de règlement des comptes, intégration de la jurisprudence du Conseil d'État sur l'obligation pour le maître d'ouvrage de mentionner au décompte général les réserves non levées ou litiges, surtout susceptibles de concerner le titulaire, sous peine de ne plus pouvoir les réclamer ou appeler en garantie l'opérateur. Rappel étant fait que le décompte général, quand il est définitif, est intangible. Et donc, s'il y a un certain nombre de litiges qui n'ont pas été évoqués dans le décompte parce qu'ils interviennent a posteriori, par exemple des dommages de travaux publics et autres, eh bien à ce moment-là, il y a l'impossibilité
de pouvoir s'appuyer, en tout cas de réclamer quelque somme que ce soit, bien sûr aux entreprises et surtout à leurs assureurs, dès lors que le décompte est devenu définitif. Donc, c'est pour mémoire, le Conseil d'État l'autorise à travers cette jurisprudence dès lors que c'est mentionné dans le décompte général, donc avec quelque part des réserves, des limites de périmètre dans le décompte général. Donc, cette traduction, cette jurisprudence, tout le monde n'étant pas toujours au fait des différentes jurisprudences sur l'étendue des comptes généraux. Donc, c'est fait en termes pédagogiques. Les délais également, concernant les prolongations de délais, donc on a la possibilité de prolonger les délais en cas de difficultés ou circonstances imprévues au lieu de rencontres de difficultés imprévues. Ça élargit un peu, mais enfin, on voit bien le sujet, notamment depuis Covid. Ça a quand même un petit peu ouvert les rédactionnels compte tenu des difficultés que ça a générées. On met à la charge du maître d'ouvrage les problématiques d'autorisation administrative qui sont liées à l'exécution du marché, puisque tout ce qui est processus d'instruction des autorisations administratives qui deviennent parfois de plus en plus complexes avec des autorisations administratives qui couvrent bien sûr les permis d'aménager, les permis de construire, mais aussi de plus en plus les autorisations environnementales, les obligations de débat public, de concertation préalable, d'enquête publique, etc. Donc, tout ça, évidemment, est de nature à largement retarder un certain nombre de sujets de construction. Et puis même, en cours de route, il peut y avoir quelques vicissitudes administratives, là encore. Donc, c'est par principe des retards qui sont à la charge du maître d'ouvrage. Là encore, certains voudraient y déroger, mais on ne peut pas mettre non plus à la charge des entreprises le risque, la gestion du risque de délai d'instruction qui ne relève pas de sa compétence, sauf faute évidemment particulière. Par exemple, le dépôt du permis de construire, ce n'est pas fait dans les délais, ou les pièces sont manquantes et il n'y a pas eu régularisation des pièces dans les délais de complétude exigés par le droit de l'urbanisme, par exemple. Donc, le principe reste quand même la gestion des délais administratifs à la charge du maître d'ouvrage public. En ce qui concerne les pénalités, donc gros sujet, comme je vous l'ai dit, le principe est désormais le plafonnement des pénalités à 10%. Alors, c'est inférieur au seuil de la jurisprudence actuelle concernant les pénalités, en tout cas dans ce qu'elle juge comme excessive, comme pénalité, puisque pour mémoire, la jurisprudence du Conseil d'État tolère et valide des pénalités allant à 25, 26, 27% sur des arrêts assez importants, en considérant qu'il n'y a pas bouleversement de l'économie générale du contrat au passage, comme quoi l'économie générale des contrats n'est pas la même selon que l'on parle d'avenant ou de pénalité, pas de suspension. Bon, bref, plafonnement des pénalités à 10%. Là aussi, probablement, certains voudront y déroger. Le principe est 10%. Si on n'y déroge pas, ça restera 10%. Après, on pourra éventuellement y déroger en fonction des religions que chacun peut avoir sur le sujet. Je vous indique la mienne parce que, en tout cas, souvent on me dit « Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ?» Donc, j'anticipe la question. Pour ma part, je pense que le plafonnement n'est pas nécessairement une bonne idée et qu'en plus, il est un peu bas. Pourquoi ce n'est pas une bonne idée? Parce que quand on plafonne un risque, il est du coup devient nominal. Donc, rien n'interdit de penser qu'à ce moment-là, eh bien, on prévoit un prix qui intègre les pénalités et une fois qu'on a atteint le plafond, on est dégagé des obligations. Il reste finalement au maître d'ouvrage qui attend toujours une prestation mal faite qu'à résilier ou abandonner ses prétentions. Je pense par exemple au sujet des DOE, des dossiers des ouvrages exécutés en fin d'opération, après lesquels parfois il faut courir longtemps. Si les pénalités sont plafonnées, c'est évident que l'entreprise va considérer que c'est inclus dedans et que finalement jamais elle ne rendra les DOE alors que c'était une obligation contractuelle. C'est un cas un peu particulier puisqu'en l'occurrence, le nouveau CCAG prévoit quand même une indemnité forfaitaire pour ne pas laisser courir des pénalités infinies sur les DOE et sur quelques levées de réserve d'ailleurs pour avoir le même type de raisonnement qui ne sont pas levables, qu'on n'arrive jamais à lever. Donc à un moment donné, il faut arrêter de faire tourner le compteur. Et deuxièmement, 10%, ça peut être un peu court puisque finalement, ça peut provoquer mécaniquement l'augmentation des prix de 10% pour créer donc justement une enveloppe nominale de pénalités. C'est d'ailleurs le reproche que souvent on fait quand on dit les pénalités ne sont pas plafonnées, donc du coup ça va faire enchérir les prix du marché. Mais c'est vrai qu'à l'inverse, si on les plafonne, ça crée mécaniquement une augmentation des prix à hauteur de 10%, au-delà duquel
les entreprises sont libérées de leurs obligations puisque les pénalités sont dedans. Donc, voilà, je pense qu'il faut plus travailler sur des pénalités qui soient progressives, des pénalités qui soient aussi adaptées, parce que souvent, on se fait plaisir à tartiner des pénalités qui sont démesurées en termes de coûts, qui ne prennent pas en considération les contraintes qu'on peuvent aussi avoir parfois les entreprises, et souvent sur les retards, sur les délais, soyons objectifs, beaucoup de maîtres d'ouvrage s'inventent des délais et des urgences qui ne sont pas nécessairement, parce qu'on programme évidemment ces délais en fonction de ses propres envies, désirs parfois, certains désirs d'inauguration avant quelques échéances électorales et autres. Et donc, du coup, ça compresse considérablement les temps d'exécution des marchés, à la fois de maîtrise d'œuvre et de travaux. On se fait plaisir dans des clauses de pénalité, c'est un peu compliqué. Alors, par contre, je dis déjà, procédure contradictoire préalable à l'application des pénalités de manière à pouvoir justement discuter. Et donc, bien sûr, on peut y déroger pour des pénalités de retard objectives qui sont suivies en cours de chantier par l'OPC, par exemple. Mais bon, l'idée, c'est de pouvoir quand même discuter de la pertinence du montant et des conditions et circonstances qui ont conduit à ces différents retards. Donc, introduire une procédure contradictoire, c'est aussi introduire la capacité de s'écouter, de s'entendre. Parfois, ce n'est pas le cas. Beaucoup de maîtres d'ouvrage, c'est déjà le cas. Et donc, la pénalité, elle est finalement indiquée pour mémoire au fil de l'eau des différents acomptes mensuels. En tout cas, on fait des décomptes mensuels avec pour mémoire des pénalités qui ne sont pas nécessairement encore déduites et simplement qui restent à l'esprit des entreprises sans que ça soit tout à fait notifié officiellement. Mais à un moment donné, le procédure de contradictoire permet de se poser autour de la table et pouvoir éventuellement en discuter. Enfin, l'article sur des primes pour réalisation anticipée versées sans demande et sans plafond dans des conditions qui sont pas précisées par le CCAP pour répondre au silence désormais du Code de la commande publique sur ces fameuses avances ou primes possibles. Donc, le CCAG y répond et c'est vrai que ça fait un peu le contrepoids de trop de pénalités pour caricaturer les troupeaux. C'est la politique du bâton et de la carotte. Je pense qu'il faut essayer dans une relation équilibrée pouvoir faire un CCAP qui soit quand même adapté aux enjeux réels de l'opération. Ensuite, on a donc création d'un article 21 sur le développement très, très long sur le développement durable, mais très facultatif, donc rien obligatoire, c'est peut-être un peu dommage dans le contexte voilà, qu'il soit de l'urgence climatique, de la loi climat et résilience, bref, les objectifs qu'on doit avoir en matière de développement durable. Si on ne rend pas un minimum obligatoire, on a un peu l'impression que tout ça n'est que de la déclaration d'intention et que finalement, si on n'a pas un maître d'ouvrage extrêmement mobilisé sur le sujet de la commande publique durable, rien n'est obligatoire. Donc, à force de rendre rien obligatoire, on ne va pas forcément finir par avoir des résultats attendus. Bon, ceci étant dit, à chacun, pour l'instant, de s'approprier les éléments et d'intégrer dans les CCAP les précisions qu'on a envie peut-être d'apporter à la lecture d'un article 21 sur le développement durable assez conséquent. Par contre, les clauses environnementales, rappel étant fait qu'elles doivent être quand même vérifiables avec des méthodes objectives et devant faire appel à un contrôle effectif. Et j'ai tendance à rajouter et sanctionner par des pénalités à due proportion et des pénalités justes. Donc, si c'est que rien d'obligatoire, que c'est que de la déclaration d'intention et qu'il n'y a pas de sanction, bon, là encore, voilà, faut pas se tromper d'objectif. Soit on a un objectif clair de prendre des choses en main compte tenu de l'urgence climatique, si on considère que ce n'est pas uniquement la météo, comme disait Trump, soit on considère que tout ça n'est que du vent, et auquel cas, effectivement, rien n'est obligatoire, jamais et non sanctionné, comme ça, au moins, les problèmes ne seront pas réglés, en tout cas, ne risquent pas d'essayer de l'être. Ensuite, différents sujets divers et variés sur lesquels je ne m'étends pas. On n'a pas le temps. Ça renvoie à des formations évidemment plus spécifiques et détaillées concernant le CCAG travaux. Des formations qui auront évidemment lieu et organisées par les uns et les autres quand le CCAG sera connu dans sa version définitive et qu'on pourra du coup détailler les différentes clauses et répondre à toutes les questions. Sur les différents litiges, je l'ai à peu près indiqué, j'y reviens pas spécialement, puisque je vous ai tout dit dans les propos préliminaires, ce qui me permet de gagner un peu de temps pour passer à l'étape suivante, les grandes lignes du CCAG, maîtrise d'œuvre,
attendu par beaucoup de professionnels et ce qui me permet du coup d'être à peu près dans les temps du webinaire. Alors donc déjà, pourquoi un CCAG maîtrise d'œuvre? Je l'ai déjà esquissé, c'est face au constat que le CCAG pays auquel faisaient référence les marchés de maîtrise d'œuvre n'était pas toujours adapté aux spécificités, à la technicité, à la connaissance métier du CCAG, enfin tout simplement des marchés de maîtrise d'œuvre, y compris ceux qui sont hors loi MOP. Donc il y a déjà la culture MOP et certaines opérations sont hors loi MOP, donc ça nécessite quand même une attention assez particulière. Autant on a un CCAG travaux qui prend en compte la spécificité des travaux, autant pour tous les marchés de travaux qui peuvent exister en France et en Navarre, on ne prend pas en compte la spécificité de la maîtrise d'œuvre qui s'applique justement aux travaux. C'était peut-être un peu aberrant, en tout cas, ça répond à une vraie attente de tout le monde, hein, des maîtres d'ouvrage et également des maîtres d'œuvre. Donc, les organisations professionnelles, l'Ordre national des architectes, SINOF, Syntec et autres, pardon pour tous ceux que j'oublie, ont œuvré pour faire des propositions à Bercy qui ont été acceptées, intégrées. C'est une vraie avancée. Ça se combine au demeurant avec le modèle type de marché public de maîtrise d'œuvre qui a été élaboré par le CNOA, et qui est un document très, très équilibré pour les intérêts quand même de l'ensemble des parties, dans une relation qui doit dépasser la simple relation de prestataire de service pour être dans une relation vraiment de partenariat autour de l'intérêt commun et général d'un projet d'acheteur public. Donc, je vous y renvoie. C'est un sujet très, très spécifique, évidemment, mais il mérite une attention qui va dépasser les 10 minutes que je vais y passer, évidemment. Les objectifs, donc, c'est ce 6e CCAG à partir d'une base commune, celle d'une prestation intellectuelle, auquel on intègre un certain nombre de dispositions particulières. Donc, la construction n'a pas été de l'innovation totale et de partir sur une feuille blanche, mais ça a été d'insérer au fil des différents articles du CCAG prestations intellectuelles applicables à tous les métiers de la prestation intellectuelle, bien des particularités, des compléments, presque parfois on est l'entre-deux entre le CCAP et le CCAG maîtrise d'œuvre, évidemment. Donc, c'est très intéressant parce que c'est une implémentation d'un CCAG pays dans sa partie, justement, à adapter au regard des spécificités du marché de maîtrise d'œuvre. Quelles sont donc les principales spécificités introduites dans le CCAG maîtrise d'œuvre dans ce projet qui a forte chance de ne pas beaucoup évoluer à la fin de la concertation publique, puisqu'il est déjà le produit donc des différentes organisations professionnelles qui ont pu intervenir sur ce rédactionnel. Donc toujours le principe de compatibilité avec les clauses avec les clauses du CCAG travaux, important sur le rôle du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre respectif. Donc c'est une articulation qu'il convient d'avoir entre le CCAG travaux et le CCAG maîtrise d'œuvre. Donc ça c'est important. Articulation qu'il convient d'avoir aussi au regard, je le rappelle, des missions de la maîtrise d'œuvre telles qu'elles sont normalisées depuis le décret mission du 23 novembre 1993 et qui ont été intégrées dans le Code de la commande publique et l'arrêté du 21 décembre 1993 qui est intégré également en annexe au Code de la commande publique. Donc, il y a vraiment une connaissance métier qu'il faut avoir pour pouvoir articuler ces différents éléments. On rappelle que la sous-traitance est exclue pour des tâches essentielles identifiées dans le CCAP. C'est toujours à prévoir au demeurant dans tous les CCP de tous les marchés, mais en l'occurrence, il y a une spécificité en matière de maîtrise d'œuvre s'agissant pour la partie de l'archi, l'interdiction de la sous-traitance du projet architectural qu'il faut quand même rappeler, c'est très important. Ensuite, sur les pièces contractuelles type, bien l'ajout de la particularité du programme de l'opération, qui est une pièce imposée par l'article 2 de la loi MOP qui a été intégré dans le Code de la commande publique. Il faut qu'il y ait un programme qui soit digne de ce nom aussi, une enveloppe financière prévisionnelle et qui n'est que prévisionnelle à ce stade, et l'insertion des pièces écrites et graphiques remises par la maîtrise d'œuvre lors de la consultation, quand on fait une consultation, en particulier des concours sur esquisse
voire APS quand on est en procédure, et pas en concours, mais en procédure de conception, validation équivalent pour les marchés globaux, sur des constructions neuves. Sur les prix, très très important et malheureusement toujours discuté par la jurisprudence ou pas compris par la jurisprudence, c'est le fait que par nature, depuis la loi MOP, les marchés de maîtrise d'œuvre sont à prix provisoire jusqu'à la fixation de l'avenant qui en principe est obligatoire à la fin de l'étude d'avant-projet pour fixer le coût prévisionnel définitif ainsi que la rémunération définitive de la maîtrise d'œuvre. Là encore, on a quand même la Cour administrative d'appel de Lyon qui a dit que, bien que ça soit écrit dans le texte des décrets mission, l'avenant fixant le coût prévisionnel définitif n'était pas obligatoire, bien sûr, que ce soit sur la disposition réglementaire, pourquoi pas. Bon, là, le CCAG répond quand même à cette spécificité et permet de constituer un guide pour ceux qui ne sauraient pas encore que la partie consultation, la partie conception de la première phase du travail de la maîtrise d'œuvre, c'est quand même justement d'adapter et d'être en dialogue, en partenariat avec un maître d'ouvrage pour continuer de préciser des choses sur le programme, de fixer les choses de manière définitive et qu'on ne sait ça que quand on a fini les études d'avant-projet et pas avant, pas au moment de l'esquisse, qui parfois ne traduit pas suffisamment l'ensemble des contraintes qui vont surgir à l'occasion de l'étude, de la conception et puis des enquêtes publiques, de la participation du public, des évolutions réglementaires concernant également le projet qui peut prendre un certain temps à se concevoir. Je pense à des objets de type opération d'aménagement. Les délais sont très longs et donc les choses évoluent. Donc on est forcément sur un prix qui doit évoluer au moment de la fixation du coût définitif et donc de cet avenant. Donc c'est cette consécration-là. Également, création d'un décompte final spécifique qui est à peu près selon le même mécanisme que le CCAG travaux pour être là aussi en écho, en résonance, en correspondance à ce qui doit se faire en ce qui concerne les marchés de la construction publique, tous les prestataires de la construction publique évidemment. Également, des spécificités liées au délai d'exécution en fonction des éléments de mission, avec des prolongations de délai ayant des conséquences supérieures à plus ou moins 10% de la durée d'exécution des missions de maîtrise d'œuvre et la valorisation financière. Ça, c'est le sujet avec Commune de Babel. Vous savez, en tout cas beaucoup d'entre vous de le savoir, c'est que le principe jurisprudentiel dans le cadre d'un marché à forfait, c'est que le maître d'œuvre est taillable et corvéable à merci, quelle que soit la durée de son intervention, et que par principe, sauf modification de programme demandée ou acceptée par la maîtrise d'ouvrage, le fait qu'on passe de 12 mois à 36 mois sur l'exécution du chantier, ce qui ne relève pas nécessairement quand même de la faute de la maîtrise d'œuvre, exemple, abandon de chantier, suspension de certaines entreprises, etc., ben, le principe est que la rémunération pour la phase DET est la même. Bon, alors là, on voit bien qu'il y a quand même la volonté de pouvoir, à un moment donné, fixer les choses. Il y a des limites au forfait, il y a des limites à faire travailler la maîtrise d'œuvre 3 fois plus que ce qui était initialement prévu dans la durée d'exécution de la prestation. Donc, la possibilité d'en tirer des conséquences sur les augmentations éventuelles de rémunération avec une valorisation correspondante. Là aussi, c'est des choses qui sont à prévoir. Comme c'est prévu dans le CCAG, c'est déjà une porte d'entrée sur la notion de clause de réexamen qui peut conduire à ce qu'après, derrière, sans limitation de montant, on puisse adapter la rémunération de son prestataire en fonction de la durée réelle de ce qu'est une opération d'aménagement, une opération de construction publique, indépendamment de ce qu'on avait initialement conçu comme délai assez théorique, sans prendre en considération tous les incidents et accidents d'opération qu'on peut avoir, évidemment. Donc, c'est une très bonne chose. Ça permet de rééquilibrer les rémunérations, de payer le coût réel des interventions et de lever des réclamations également sur ce principe-là, avec une impossibilité juridique de prévoir des avenants dès lors que ça ne fait pas l'objet de clauses de réexamen. Je pourrais faire parler des heures sur le sujet, échanger également sur des exemples de rédaction de clauses de réexamen sur le sujet. Mais on n'en est pas encore là, on est sur un webinaire de présentation des grands axes de la réforme. Ensuite, pareil, on a le principe de la valorisation des OS, hein, c'est pas que pour les marchés de travaux, c'est qu'on ne peut pas demander des travaux supplémentaires, l'examen de nouvelles variantes de tracé ou des plans supplémentaires qui n'étaient pas initialement prévus, sans justement avoir une incidence réglementaire et si justement avec éventuellement des limites. Vous voyez, dans la limite de 10%, ça passe, au-delà des 10%, il faut peut-être prévoir quand même un avenant. Et s'il n'y a pas d'avenant, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, à ce moment-là, ben,
c'est pas possible d'exécuter, ou il faut en tirer les conséquences et faire exécuter à l'issue peut-être d'une autre consultation, si tant est que cela soit possible, pour un marché de maîtrise d'œuvre avec des missions de base, point de suspension également. De manière assez significative également, et j'aime bien l'idée, fin du régime des options sur l'utilisation des résultats. Bon, voilà, il y a dans le CCAG de base, on dit que la propriété des études, c'est celle du maître d'œuvre, et il y a une concession d'utilisation à titre non exclusif au maître d'ouvrage, qui a le droit évidemment d'utiliser les résultats, donc l'aspect des droits moraux, intégration des principes du code de la propriété intellectuelle sur les droits du maître d'œuvre. Donc voilà, ça sert à rien de prévoir des options. En fait, pour le maître d'œuvre, c'est assez simple. Il n'y en a presque qu'une. Et en tout cas, ce serait assez particulier de déroger à cette option qui correspond finalement à la réalité des demandes des uns et des autres. On protège la propriété intellectuelle et on protège aussi l'acheteur public dans son utilisation. Donc, a priori, tout va bien. En tout cas, ça peut lever beaucoup d'ambiguïté, de discussion, voire de contentieux autour de l'utilisation des droits de propriété intellectuelle. Enfin, last but not least en réalité, parce qu'il y a toujours plein de petites choses dont on peut encore parler, création d'une décision d'admission avec observation et procédure contradictoire préalable. Toujours pareil, on essaie de restaurer ou rétablir le contradictoire autour de décisions, par exemple aussi impactantes que de rejet des prestations ou évidemment de résiliation pour faute. Bon, alors là, la résiliation pour faute, de toute façon, la jurisprudence impose traditionnellement des débats contradictoires, des notifications, l'exercice du droit de la défense, etc. Donc, ça permet en fait d'écrire ce qui est normalement imposé par la jurisprudence. Voilà le tableau des différentes propositions de modification dans le cadre de ces projets. J'ai tenu le délai qui m'était assigné pour arriver donc à 10h30. Avez-vous des questions? J'ai vu que oui. Je vous rappelle que les questions se posent comme cela, et donc je laisse le slide apparent. Et maintenant, je fais ma petite manip pour pouvoir essayer de trier le nombre important de questions qui ont été posées tout le long de cette intervention. Je vous remercie pour votre écoute et votre attention. Je vois donc peut-être Richard voulait prendre la parole pour me permettre de faire la transition. Vous avez vous-même identifié peut-être pendant que je parlais des blocs de questions. On pourrait essayer de regrouper de manière à ce que je ne les lise pas au fil de l'eau, parce qu'il y en a beaucoup. Richard, si vous m'entendez. Oui, maître, je vous remercie. Alors, c'est vrai que oui, apparemment, il y a eu beaucoup de questions. Alors, moi, je n'ai pas accès de par Christophe, peut-être. le profil que j'ai. Christophe a dû vous les transmettre. Donc, je vous laisse quelques minutes, si vous le souhaitez, le temps que vous puissiez les examiner et faire un petit peu le tri. Et puis, on se reconnaît. Enfin, oui, alors, reprendre la parole d'ici quelques instants. Voilà. Je laisse à Christophe éventuellement, dans quelques minutes ou secondes, de faire un peu le tri. J'en prends quelques-unes. A priori, j'ai à peu près répondu. On me demande est-ce que les CCAG entrant en vigueur s'appliquent à toute procédure, y compris celle lancée avant le 1er avril. Alors, le principe, ça sera que les CCAG s'appliquent qu'aux procédures qui font expressément référence, soit après le 1er avril, soit bien après le 1er avril, pour les motifs que je vous ai dit. Donc le principe, si vous ne dites rien de particulier, c'est qu'effectivement, c'est pour tous les marchés dont l'avis d'appel public à concurrence sera adressé après le 1er avril, ce qui laisse potentiellement 15 jours entre, voire moins, parce que quand on annonce le 15 mars, ça sera sûrement le 27 ou le 29 mars, en tout cas, c'est toujours le décret, je pense au décret commande publique, marché public, en 2017, il était du 27 ou du 29 mars pour une application de 1er avril. Bon, c'est toujours compliqué. Là, je vous ai dit, prenez le temps d'ingérer tout ça. Continuez les documents que vous avez commencé à préparer depuis plusieurs semaines. Les DCE, ils sont prêts. Donc, vous les calez sur la base de l'ancien CCAG et basta. Hein. Voilà, j'ai fini des CCAP de marchés globaux la semaine dernière. J'ai évidemment visé que le CCAG, les CCAG de 2009 et pas après, même si d'aventure la consultation sortirait après le 1er avril et le 2 avril, on ne peut pas reprendre des marchés comme ça de A à Z avec les nouvelles intégrations. Donc soyez rassurés quand même. Voilà.
quels sont les motifs justifiant d'indiquer expressément les articles du CCAG auxquels il déroge? C'est simple, hein. Actuellement, c'est l'article 1er et l'article 51 du CCAG Travaux. Donc, le motif, c'est que c'est écrit comme tel. Et donc, du coup, sauf à ce que vous dérogiez vous-même au caractère obligatoire de rappeler les dérogations, il faudrait le déroger 2 fois, on déroge à l'obligation de reprise des dérogations. Donc ça, c'est un motif juridique. Le motif plus intrinsèque, on va dire, plus de philosophie, c'est que les CCAG sont censés être comme des normes, des documents partagés par tout le monde, et censés être connus d'ailleurs, c'est ce qu'on met dans les documents de consultation. Et si on noie au milieu du reste sans l'identifier de manière précise tout un tas de dérogations, ça ne sert à rien d'avoir des référentiels. Hein. Donc soyez clairs, ou vous n'utilisez pas le référentiel CCAG ou la norme, si vous utilisez la norme, et auquel cas vous faites vos propres règles, et les entreprises savent à quoi s'en tenir, ce sont vos propres règles. Soit on utilise un référentiel, et auquel cas il faut être clair, faire la liste de tous les cas dans lesquels il y a des dérogations, de manière à ce que l'entreprise ne soit pas, on va dire, prise un peu à contre-pied sur ces dérogations. Et quelques maîtres d'ouvrage précautionneux font même un tableau avec 2 colonnes, les articles temps qui dérogent et les articles temps qui complètent les articles du CCAP. Bon. Il n'y a pas d'obligation sur les compléments. Par contre, sur les dérogations, là encore, oui. Et puis, de manière à faciliter le travail de tout le monde, vous commencez les articles par dérogation à l'article temps du CCAG et après, hop, on explique ce que c'est. Et après, à la fin, vous faites fichier rechercher dérogation et vous faites votre petit tableau avec la liste des dérogations. Voilà essentiellement les motifs et juridiques et plus philosophiques du recours à la dérogue. Christophe, peut-être un regroupement? Alors, Maître Charel, j'ai transmis à Richard par email toutes les questions qui, je ne le cache à personne, sont extrêmement nombreuses, mais à l'image finalement du nombre de participants ce matin. Mes compétences en la matière s'arrêtent à la transmission des questions. Donc je les ai transmises à Richard. Voilà, je ne sais pas si Richard peut les regrouper. Et puis peut-être, si je ne m'avance pas trop. Je suis en train un petit peu de regarder, Ouais. c'est un peu compliqué, c'est vrai de regrouper, les questions sont quand même très nombreuses. On suscite beaucoup d'intérêt, de nombre de oui. questions avec énormément de participants. Je ne veux pas que non plus on suscite trop de regrets et de mécontentement. Déjà, en termes de délai, combien de temps avons-nous pour répondre à un certain nombre de questions? Puisque j'ai fait un peu du... Bon, écoutez, on peut encore rester en ligne une dizaine de minutes. D'accord, très bien. J'essaye d'identifier, moi, des sujets peut-être... Alors, il y a un certain nombre de questions sur les ordres de service. Ouais. Allez-y, Richard, je vous ai coupé, excusez-moi. Non, je disais, il y a un certain nombre de questions sur les ordres de service, éventuellement. Bon, alors, ordre de service, donc pour rappel, c'est compte tenu de certaines dérives des OS sans valorisation pour des TS, pour les travaux supplémentaires, la loi Pacte est intervenue pour dire on interdit par principe les OS à zéro. Bien, assez logiquement, on n'allait pas laisser des clauses dans les CCAG permettant des OS à zéro. Voilà, ce qui était le cas, parce que c'est notamment sur le travaux, c'est l'article 15.3 et 15.4, la combinaison de 15.3 et 15.4 qui fait que globalement, on peut notifier au bout d'un moment et surtout les dérogations qu'on y apportait pour faire référence au CCAG de 77. Désolé, c'est un peu technique, mais là, on rentre un peu dans la mécanique de précision. Quand on a des désaccords sur un périmètre de prix, on discute, au bout d'un moment, il n'y a pas de discussion, c'est bloqué et au bout d'un moment, le maître d'ouvrage public, c'est-à-dire l'acheteur public de droit public ayant des prérogatives de mission de service public d'intérêt général et des compétences exorbitantes du droit commun, fait qu'il y a beaucoup notifié des travaux supplémentaires en disant « mais c'est dans le forfait ». Alors la question, c'est de savoir si c'est réellement des travaux supplémentaires ou si c'est dans le forfait. Et ça, la loi Pacte ne résout en rien le sujet et l'adaptation des CCAG à la loi Pacte non plus, puisque la question, c'est de savoir si c'est dans le forfait ou pas. Et que souvent, c'est une discussion autour de périmètre, par exemple, très concrètement sur les travaux. Est-ce que les travaux qu'une entreprise estime être des travaux supplémentaires sont des travaux qui sont indispensables au respect des règles de l'art, ce qui est nécessairement compris dans le forfait, dans le prix global et forfaitaire de la réalisation d'opération, c'est nécessairement compris dans le forfait. Donc,
soit du point de vue de l'entreprise, c'est l'UTS et auquel cas elle ne peut pas exécuter tant qu'il n'y a pas un OS avec une valo, soit du point de vue de la maîtrise d'ouvrage et éventuellement en appuyant cela par la maîtrise d'œuvre, c'est intégré dans le forfait initial et auquel cas c'est un OS sans valo. Donc de toute façon, ça ne va pas résoudre tous les cas. Ça veut dire que par principe, au moins, on essaye de faire le tri, de se mettre d'accord sur ce qui était convenu, pas convenu, bien convenu ou mal convenu. C'est-à-dire que parfois, à la rédaction du programme, la rédaction des pièces des CCTP, ça peut être décrit ou pas décrit. Donc, il y a toujours un débat. Alors, soit on part à l'expertise ou éventuellement à la médiation de chantier pour se mettre d'accord, soit on est sur une situation de blocage et des grosses situations de blocage peuvent générer des situations de crise au point d'aller jusqu'à la résiliation, pourquoi pas. Mais voilà l'idée. Et c'est pareil pour la maîtrise d'œuvre. C'est-à-dire que soit le maître d'ouvrage considère que le fait que le maître d'œuvre puisse participer au chantier qui dure 36 mois au lieu de 12, alors que ce n'est pas de sa faute, soit il considère que c'est dans le forfait, soit il considère que ce n'est pas dans le forfait. Ce qui est au demeurant le cas aujourd'hui, c'est quoi? C'est la jurisprudence Babel qui dit qu'un programme constant, sans modification de programme de la part du maître d'ouvrage, le fait d'avoir un chantier qui dure plus longtemps que prévu, ça fait partie du forfait. Et aujourd'hui, compte tenu des excès que cette jurisprudence, la jurisprudence Babel a, eh bien, c'est de plus en plus inacceptable parce qu'on ne peut pas mobiliser des équipes entières aussi longtemps que les contributions sans qu'elles soient rémunérées, puisqu'on a des frais de structure, des rémunérations de personnel et des gens qui sont mobilisés. Ils devaient être mobilisés 12 mois, ils sont mobilisés 36 mois. Alors, je caricature à peine, mais j'en connais une pour ça d'opération où c'était 36 à la fin, au lieu de 12 mois en opération unique et en marché entreprise générale, c'est devenu 36 mois parce que notamment ça s'est fait en 2 tranches. Ça s'est fait avec un allotissement gigantesque par rapport à un non-allotissement qui était prévu. Et il y a eu plusieurs abandons de chantier en cours de route. Donc, et le maître d'ouvrage a tenu sa position. Et la jurisprudence a été ferme là-dessus, selon laquelle le maître d'œuvre, parfois, il était payable de la même manière. Donc, à un moment donné, on voit que ça crée des déséquilibres. Donc, c'est en cela qu'il faut faire extrêmement attention sur justement le principe des OS, qui normalement doivent être valorisés quand on considère que ça dépasse les limites du forfait. Rien n'est illimité, personne n'est taillable et corvéable à merci dans un sens comme dans l'autre. J'avais relevé une question sur les pénalités, c'est vrai que c'est quand même un sujet important, sur le plafonnement des pénalités à 10%. On me demande si c'est limité au montant global du marché, au montant annuel ou par constat de dysfonctionnement. Comment est-ce que c'est prévu par les nouveaux CCAG? Non, c'est pas. Le principe, c'est comme pour les pénalités du 1/3 millième ou 1/5 millième ou 1 millième, c'est de base, c'est par rapport au montant du marché hors taxe. Donc normalement, l'articulation, c'est vous avez un calcul de pénalité par référence, par exemple, à 1/3 millième du montant du marché, ce qui est le cas aujourd'hui dans CCAG, travaux. Et puis, quand le 3 millième atteint 10% du montant du marché, on arrête de compter les pénalités. Voilà le principe du plafonnement des pénalités. Le même principe existe pour la norme privée, NF 03001. On pénalise avec au bout d'un moment, on finit par forfaitiser, on plafonne. Voilà. Avec, là encore, une discussion de l'utilité d'un point de vue ou d'un autre. Du point de vue d'une entreprise, ça lui donne une visibilité et ça fait disparaître, ça crée un risque par rapport au prix, donc il faut qu'elle adapte son prix, mais au moins son risque devient nominal. C'est ça, quand on dit le risque est nominal, ça veut dire qu'on sait l'identifier, il est plafonné. C'est comme une clause de limite de responsabilité dans une assurance ou dans une RC. On dit, ben voilà, on est assuré, mais pas au-delà d'1 million par sinistre, 30 millions par sinistre, 150 millions par sinistre. Le risque devient nominal. Alors, on prend des assurances pour pouvoir le faire, pour pouvoir correspondre au risque, et on impose des clauses qui, justement, du point de vue de l'assurance, permettent d'être sûr que l'entreprise est assurée avec des hauteurs minimum, avec des plafonds qui ne soient pas trop bas par rapport au risque que génère l'opération. Là, c'est pareil, mais dans l'autre sens. Ce sont des pénalités qui sont à un moment donné plafonnées par rapport au montant du marché. Est-ce une bonne chose? Oui, non, ça dépend du point de vue. Et qu'à un moment donné, il y ait une limite, oui, mais que ça soit dès le départ plafonné, je vous ai dit mon point de vue, et du point de vue de tout le monde, enfin en tout cas, pas du point de vue des entreprises évidemment, mais j'essaye d'avoir une position un peu neutre sur le sujet, et pas de circonstances selon qu'on défend l'entreprise ou qu'on défend le maître d'ouvrage, d'une manière neutre et objective
dans ce cadre qui est cet exercice-là où on présente globalement une réforme, c'est de se dire qu'il faut trouver une voie moyenne entre la nécessité à un moment donné de plafonner les choses, que les pénalités ne dépassent pas le montant du marché, parce que ça aussi, à un moment donné, ça engage la responsabilité de la maîtrise d'ouvrage. Si elle va trop loin dans la pénalité, eh bien, ça impose sa responsabilité. Donc, il faut se poser des questions. Par exemple, quand on a atteint un seuil, pourquoi pas de 10%, il faut se demander s'il ne faut pas revoir le marché, s'il ne faut pas peut-être cesser sa relation contractuelle et partir avec autre chose, parce que du coup, c'est plus le prix convenu et les conditions convenues. Et c'est en cela que l'article du CCAG est interrogatif, finalement. Donc, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'il n'y a pas une troisième voie? Est-ce qu'on sort de l'alternative avec ou sans plafonnement? Est-ce que par hasard, on ne peut pas prévoir des clauses d'avertissement, au bout de temps d'avertissement, il y a l'application des pénalités, par ailleurs, des clauses incitatives pour rattraper des retards et donc, du coup, un système de prime d'avance si jamais finalement les opérations vont plus vite que prévu, je ne sais pas, revisiter le sujet des délais d'exécution à travers l'item et est-ce qu'on doit ou pas plafonner les pénalités? C'est ça un peu l'idée. Je n'ai pas de réponse, mais je dis qu'effectivement, ce n'est pas satisfaisant. C'est satisfaisant pour personne de ne pas plafonner, et c'est satisfaisant pour, en fait, personne non plus de plafonner, surtout trop bas. Voilà, parce que du coup, on peut toujours courir après, on n'y arrive pas. J'avais relevé une dernière question en matière de compétences contentieuses. Le CCAG Travaux prévoit la compétence du tribunal administratif en cas de contentieux. Or, certaines sociétés HLM de statut privé sont soumises aux juridictions civiles. Or, elles doivent appliquer le code de la commande publique. Dans le cadre de l'application du CCAG, quelles sont alors les juridictions compétentes qu'il y ait ou pas dérogation des dispositions du CCAG? Ah ben, toujours, les règles de compétence juridictionnelle sont d'ordre public. Donc, en fait, la réponse est dans la question. C'est que si on est un organisme de droit privé d'HLM, tout le contentieux relève de la juridiction du tribunal judiciaire territorialement compétent. Voilà. Donc, on ne peut pas déroger aux règles de compétence. On peut uniquement déroger au CCAG sur les modalités d'instruction, du décompte, etc. et éventuellement de certains délais. Mais par contre, ça renverra toujours devant la juridiction compétente et qui est en ordre public, et soit le tribunal administratif, soit le tribunal judiciaire qui ressort. Ça, on ne peut pas déroger aux règles de compétence juridictionnelle. Il y a un débat qui est, un mini-débat, je le dis à chaque fois, il y a une clause attributive de compétence depuis la loi Warsmann en 2011 sur les questions de propriété intellectuelle, où on considère que le juge judiciaire est compétent pour les questions qui relèvent du droit de propriété, parce que le juge judiciaire est d'une certaine manière habitué, mieux formé aux problématiques du litige sur le code de propriété intellectuelle. Pour ma part, je pense qu'aussi la spécificité de la commande publique, y compris la commande publique de droit privé, typiquement une SA d'HLM, devrait relever du juge administratif parce qu'on est tellement dans un bain administratif général que c'est assez compliqué d'aller devant un juge judiciaire sur ces sujets-là. Bon, voilà. Mais néanmoins, pour l'instant, l'état du droit, c'est les compétences juridictionnelles sont des règles d'ordre public, donc on est obligé de s'y plier, d'où la difficulté parfois de gérer des référés précontractuels devant un juge judiciaire au milieu des audiences de référé président le jeudi matin à tel et tel endroit au milieu de 130 affaires, alors que vous avez le référé précontractuel au tribunal administratif où en général il y a une ou deux affaires et pas plus devant une juridiction spécialisée. Alors que le référé président de TJ, tribunal judiciaire, autant vous dire que pour le coup, le référé président, il fait tout un tas de domaines et tout d'un coup, il y a un truc de marché public qui lui arrive. C'est quoi cet objet juridique identifié mais que j'ai du mal à connaître? Donc, attention aux règles de compétence. Et donc, il faut écrire vos clauses en conséquence. Pareil d'ailleurs, dans les avis d'appel public à concurrence, il faut nécessairement renvoyer aux bonnes juridictions. Je sais pas, il y avait plus de 100 questions, donc pratiquement, hein, pas loin. En tout cas, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. C'est vrai qu'il y avait énormément de questions, donc de toute façon, on aura sans doute l'occasion de refaire d'autres webinaires lors de la parution de la version définitive de ces différents CCAG. Écoutez, Maître, déjà, je vous remercie de vous être prêté au jeu, d'avoir donc répondu à toutes ces questions et pour cette présentation quand même très synthétique sur des textes qui sont quand même assez différents les uns des autres. Et puis cette présentation de ce CCAG maîtrise d'œuvre qui est quand même
la grande nouveauté de cette réforme. Et pour compléter ce webinaire, je vous informe que le dossier du numéro d'avril de la revue Contrat public sera justement consacré à ces CCAG modifiés et que Maître Nicolas Charal fera partie des auteurs de ce dossier. Donc, en attendant, vous pouvez consulter notre base de données Jumuteur Juriste qui est régulièrement mise à jour. Et je vous informe aussi donc, que le 11 mars prochain, nous organisons un webinaire qui sera consacré, lui, à la résiliation pour motif d'intérêt général dans le cadre justement de la crise sanitaire que nous vivons. Donc, c'est une question qui soulève, c'est une thématique qui soulève pas mal de questions. Donc, nous organisons un webinaire et Christophe va vous envoyer un sondage là tout de suite lors de la clôture de ce webinaire. Je vous remercie une nouvelle fois, Maître Nicolas Charal, ainsi qu'à tous les participants. Merci à tous et à bientôt sur les ondes diverses et variées pour commenter la réforme qui sera rentrée en vigueur. Bonne journée à tout le monde et à bientôt.